Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième émission de Double Contact, l'émission qui parle 2 fois plus de football. Et comme d'habitude, ça y est, c'est devenu récurrent. Pour m'accompagner aujourd'hui, on a Baptiste Viou. Salut Baptiste, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va? Salut Yvon, comment vas-tu aussi? Ah les gars? Voilà, comme Baptiste vient très bien de le dire, Yvon Marcelin est également avec nous. Et donc au programme aujourd'hui, une émission plutôt basée sur la tactique, je pense qu'on peut le dire, puisqu'on va vraiment s'attarder sur un système de jeu qui date des années 1920. En fait, c'est vraiment le premier véritable système de jeu qu'on appelle le WM. Donc, on va, dans un premier temps, essayer vraiment de vous expliquer d'où ce système vient, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé comment on en est arrivé à l'utiliser, et donc vraiment comment il a été créé et ce qu'il représente avec son créateur, si on peut dire ça comme ça, Herbert Chapman. Et donc, dans un second temps, on essaiera de voir un petit peu plus ce qu'il a apporté aux équipes qui l'ont utilisé, notamment Arsenal, mais aussi comment il s'est diffusé en Europe et dans le monde pendant près de 30 ans. Donc, messieurs, je vous propose de commencer tout de suite. C'est parti pour la première mi-temps. C'est donc le début de cette première mi-temps, donc avec au programme donc un focus tactique donc sur le WM, donc ce système de jeu apporté par Herbert Chapman, comme je le disais. Donc ce système, c'est vraiment une révolution tactique. C'est vraiment le premier système de jeu moderne. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a pu voir des animations aussi bien offensives que défensives. Il y a vraiment eu cette volonté de rupture avec un petit peu le fouillis qu'on pouvait observer apparemment, où il n'y avait pas vraiment de défini, enfin, il n'y avait pas vraiment de système défini et c'était un petit peu du n'importe quoi par moment, on peut le dire. Et donc voilà, c'est vraiment ce système-là qui a influencé beaucoup d'autres systèmes et même d'ailleurs jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui, bien sûr au gré de multiples changements. Mais donc voilà, on va d'abord commencer avec toi, Yvon. Tu vas nous faire un petit point sur ce qui se passait avant l'arrivée de ce système, parce que je pense que c'est assez important de le définir pour bien tout comprendre. Oui, avant d'aborder Herbert Chapman et le WM, on va faire un petit retour dans le passé. La première question que j'ai s'adresse à vous deux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de William Webb Ellis? Donc, personnellement, non. Moi non plus. Baptiste? Non? Alors, la légende nous amène au mois de novembre 1823, lors d'un match de football entre écoliers de la Rugby School, qui est l'une des écoles les plus prestigieuses d'Angleterre. Un jeune homme du nom de William Webb Ellis entre dans les livres d'histoire en transgressant l'une des règles fondamentales de ce sport qui est le folk football. Il va prendre le ballon dans ses bras et plutôt que de frapper dedans pour l'envoyer au loin, ce qui était de coutume à l'époque pour jouer au folk football, il va le garder fermement contre lui et se mettre à courir en direction du but ou de l'embut adverse. Donc c'est un geste qui fait scandale à l'époque, en même temps qu'il fait naître le rugby, selon les récits dont on a pu entendre parler, dont on ignore également la véracité, mais voilà comment serait né le rugby. Le geste de ce jeune étudiant anglais qui avait pris le ballon à la main et décidé de courir avec. Donc l'apparition du rugby, cette année-là, va entraîner petit à petit l'émancipation du foot, puisque dans les années qui suivent, de nouvelles règles vont être codifiées pour éviter les transgressions de ce genre et pour unifier la pratique au pied du folk football. Et inévitablement, les partisans du jeu à la main, qui ont plus ce côté-là, vont se retirer des pourparlers jusqu'à ce que le football et le rugby se séparent définitivement en 1863. Donc 1863, c'est une année charnière. Rugby et football sont deux choses distinctes désormais. Et la même année, la Football Association voit le jour. Elle va créer les premières lois du foot, elle va également les adopter, et puis la première rencontre de football va avoir lieu. Donc c'est l'histoire du foot peut vraiment commencer. Ce sport commence à être vraiment bien encadré. Au fil des ans, on va avoir droit encore à quelques changements. Alors, il faut savoir qu'aux prémices du football, il y a une première ébauche de style de jeu qui apparaît, qui s'appelle le dribbling game. C'est un football où tout n'est qu'attaque et individualisme. On compte 11 joueurs, comme à l'heure actuelle, avec seulement un gardien pour 10 attaquants. Donc, c'est vraiment un jeu où les joueurs se ruent vers le ballon pour aller directement au but. Ballon au pied, tête dans les chaussures, qui enchaîne les dribbles, etc. Donc, pourquoi est-ce que à l'époque les joueurs jouaient au football de cette façon-là? Eh ben, c'est simple, c'est qu'à la création du football,
tout joueur étant placé devant le ballon est considéré comme hors-jeu, à l'image de ce qui se fait encore aujourd'hui au rugby. Et donc, les passes en avant étant interdites, le seul moyen pour approcher le plus efficacement possible du but adverse, c'est par le biais des dribbles ou alors des passes en arrière. Donc, voilà comment se jouait le foot à ses débuts, jusqu'à ce qu'une première modification des règles n'amène un changement majeur dans la pratique. En 1866, le jeu vers l'avant est autorisé. Donc ça favorise un peu les attaquants, mais justement pour éviter que ces derniers soient trop favorisés, on va empêcher que les attaquants campent dans le camp adverse en instaurant un hors-jeu spécifique cette même année-là, en 66. Donc il est interdit pour un joueur de recevoir le ballon si moins de 3 adversaires, gardiens compris, se trouvent entre le joueur et le but adverse, à n'importe quel endroit du terrain. Donc la conséquence de cette loi de 1866, c'est que les passes vers l'avant sont autorisées. Il est plus facile de progresser maintenant par la passe que par le dribble. Avec ce changement-là, un premier système va donc apparaître à l'époque. C'est le premier système de jeu, on pourrait dire. C'est un système qui se déploie sous la forme du 1-1-8, donc un gardien qui ne fait pas partie de ce 1-1-8. Le 1-1-8 est décomposé avec un arrière, un demi-centre et 8 attaquants. Donc pour contrer, c'est un système qui a été mis en place pour contrer la possibilité qu'a désormais l'adversaire de jouer vers l'avant. Donc plusieurs équipes vont décider de s'échelonner ainsi en 1-1-8, en disposant donc l'arrière et le demi à la verticale devant leur gardien, avec une ligne de 8 attaquants qui restent devant, hein, comme aux prémices du football. Donc c'est ainsi que va naître le kick and rush, qui est littéralement traduit par en gros frappe et court. Ce sont des longs ballons destinés aux attaquants. Et ce style de jeu-là, le kick and rush, se développe de plus en plus. Donc, il faut savoir que à cette époque-là, à l'époque du 1-1-8, le football, c'est vraiment un jeu qui est basé sur l'occupation du terrain et qui prône énormément l'initiative individuelle de la part des attaquants et donc le dribbling game. Mais peu à peu, ce dribbling game va laisser place au passing game. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on se rend compte que le moyen le plus rapide de gagner du terrain consiste à enchaîner les passes en fait et à transmettre rapidement le ballon vers l'avant plutôt qu'à essayer de dribbler par soi-même. Et donc, pour faciliter cette transmission du ballon vers les avants et perturber la transmission de l'adversaire, en Écosse, en 1872, un nouveau système va voir le jour, c'est le 2-2-6. Donc 2 arrières, 2 demi, 6 attaquants. C'est à la fin des années 1870 que ce premier système va s'installer durablement. Jusqu'à la fin des années 70, ce système s'installe. Et il va être remplacé par un autre système en 1878. Et c'est le premier vrai système qui sera durable sur le long terme. Un système en 2-3-5 qui prend le nom de pyramide. En quoi consiste la pyramide ? Ce sont 2 arrières qui ont pour objectif d'arrêter les attaques adverses. 3 demi, un à gauche, un au centre, un à droite, qui ont pour objectif de recevoir les relances des défenseurs et de servir leurs avants. Et 5 avants, à savoir 2 ailiers de chaque côté, un avant-centre, et entre ces ailiers et cet avant-centre, 2 joueurs qu'on appelle à l'époque les inters, qui ont pour but, ces 5-là, d'apporter le danger sur la cage adverse, de combiner entre eux et de se replier également à la perte du ballon. Donc cette pyramide, ce 2-3-5, va devenir la référence tactique en Europe pendant près de 4 décennies. Et c'est un système qui va connaître quelques modifications au cours du temps, notamment en 1907 avec un nouveau changement de règle. Un changement de règle non des moindres puisqu'il existe encore aujourd'hui, c'est que désormais un joueur ne peut plus être hors jeu dans sa propre moitié de terrain. Quelques années plus tard, entre 1910 et 1920, un système directement tiré du 2-3-5 et de la pyramide fait son apparition. Il a pour nom le quinconce. C'est un système qui emprunte la structure du 2-3-5, mais qui va chambouler sa ligne avant. Les 2 inters, ces 2 joueurs qui sont calés entre les ailiers et l'avant-centre, vont descendre d'un cran pour former un 2-3-2-3 qui a la forme, si vous voulez, d'un double W. Le haut du W sont les 3 avants, les inters juste en dessous, et le second W sont les 3 demi, plus les 2 arrières. Donc l'objectif de ce quinconce, c'est de faire reculer les inters pour venir densifier le milieu de terrain. Il faut étager la construction pour favoriser les passes courtes et donc l'utilisation de la profondeur. Et ça va permettre plus facilement également pour une équipe de mettre l'adversaire en position de hors-jeu. Le problème du quinconce, c'est la raréfaction du nombre de buts.
Ça va entraîner ensuite une baisse de fréquentation des stades et ça va inquiéter les membres de la Football Association qui vont trouver une solution pour remédier à la baisse de fréquentation des stades qu'on appelait des terrasses en anglais à l'époque. Eh bien, la solution pour entraîner un petit peu d'attrait envers le football, c'est de modifier une nouvelle fois la règle du hors-jeu. Et là, on arrive donc à un moment charnière, une année charnière même, c'est celle de 1925. Désormais, en 1925, un joueur sera hors-jeu si moins de 2 adversaires, et non plus 3, se trouvent entre lui et la ligne de but dans la moitié de terrain adverse au moment de la passe. La conséquence de cette règle de 1925, c'est qu'elle va affaiblir les défenses et favoriser l'attaque à une époque où l'objectif pour la plupart des équipes, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Donc le nombre de buts va exploser. Des équipes, pour remédier à cela, vont devoir se rééquilibrer pour ne pas trop se mettre en danger ou éviter de se mettre en situation précaire. Et c'est là qu'intervient Herbert Chapman. En 1925, il est élu à la tête de l'équipe d'Arsenal et son nom va passer à la postérité puisque Chapman va mettre à jour un système révolutionnaire cette année-là sous la forme d'un 3-2-3-2 qu'on connaît sous le nom de WM. Le W pour les trois avants soutenus par les 2 inters et le M pour les 2 demi qui sont placés juste en dessous et de façon parfaitement symétrique aux 2 inters et qui sont eux soutenus par 3 arrières derrière. Donc, à cette époque, en 1925, la vision de Chapman, c'est l'exact opposé des principes de l'époque pour la majeure partie des équipes. Son objectif, c'est de tout faire pour encaisser un but de moins que l'adversaire. Et pour ce faire, il va mettre en place une nouveauté tactique qui perdure encore aujourd'hui. Il va faire descendre le demi-centre d'un cran pour le placer entre les 2 arrières qui, eux, vont s'exiler légèrement sur les côtés. Et c'est ainsi que naît le défenseur central et également la défense à 3. Donc le rôle du défenseur central, qu'on appelle également stopper à l'époque, c'est de bloquer l'avant-centre adverse, tandis que les inters du WM de Chapman ont eux un vrai rôle également dans ce système-là, qui va être un rôle d'organisateur, de maître du jeu pour lancer les offensives. Donc, si je pouvais vous décrire un peu plus facilement les principes de Chapman, premièrement, pour lui, la base de ce système-là du WM, c'est d'avoir une bonne solidité défensive. Deuxième principe, c'est de jouer en contre, d'où l'importance des inters. Et le troisième principe, c'est de faire passer le résultat avant la manière. Donc, peu importe comment on joue, que le jeu soit beau ou pas, le principal à la fin, c'est de prendre un but de moins que l'adversaire et donc de gagner. C'est un système qui va porter ses fruits et qui va donc se propager en Europe. Et ça va provoquer justement l'effet totalement inverse du premier changement, du changement de 1925 qui avait été mis en place. C'est-à-dire que le nombre de buts, avec ce système de WM qui se propage en Europe, le nombre de buts va complètement chuter. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est que la plupart des équipes évoluant en WM, donc en 3-2-2-3, fait que lors des rencontres, les équipes ont un système parfaitement symétrique. Et cela entraîne inévitablement beaucoup de marquage individuel et de 1 contre 1 sur toutes les zones du terrain. Et donc, le football, là, va faire un bond en arrière. En fait, c'est qu'en étant passé du dribbling game au passing game, le football, là, avec tous ces 1 contre 1, va repasser au dribbling game. Et puisque la meilleure façon, à ce moment-là, de créer des différences, ça va être soit d'utiliser le dribble, soit de repasser au kick and rush. Donc, en 1925, ce WM va devenir le schéma le plus utilisé en Europe. Il va le rester pendant plus d'un quart de siècle. Il va même survivre à la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, d'autres équipes, même plus, de plus en plus d'équipes vont se servir de WM pour jouer. Aujourd'hui, c'est un système qui est complètement dépassé, mais il reste malgré tout le père de la plupart des tactiques modernes et son influence sur le foot qu'on connaît aujourd'hui reste encore indéniable. Justement, donc après cette très bonne explication, moi je voulais revenir vraiment sur le WM en lui-même et justement avec Baptiste un petit peu, tu nous expliques justement les principes de ce WM et vraiment ce qu'il a changé par rapport à avant. Ouais, déjà, merci Yvon pour toutes ces explications. C'est vrai que c'est important pour comprendre ce qu'est le WM de parler du contexte dans lequel il a été intronisé et de revenir quand même sur les axes majeurs comme il l'a fait. Et moi, je vais aller dans ce sens-là en disant que ce schéma WM est vraiment une révolution du football. Premièrement, une révolution tactique, parce que visuellement, déjà, on voit que ces 4 lignes permettent de couvrir au mieux le terrain.
chose qu'on n'avait pas dans les schémas tactiques précédents. Et puis se dégage un vrai équilibre entre ces 4 lignes, puisqu'on a 3 défenseurs, 2 demi, 2 inters, et puis encore une fois 3 attaquants. Donc on voit un schéma qui est vraiment homogène. Et comme Yvon le disait avant, la création aussi du coup de 2 postes, à savoir l'arrière central, donc le stopper surnommé parfois policeman, qui est une vraie révolution tactique à ce moment-là, parce que c'est du jamais vu, aucun coach ne l'a mis en place. Et c'est vrai que très rapidement, les gens sont curieux et vont adopter au fur et à mesure ce système. Et puis ce poste d'inter qui est prépondérant. Moi, j'aimerais bien revenir là-dessus parce qu'à l'époque, le poste d'inter, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence dans ces équipes-là. Et c'est ce qui a permis vraiment au WM d'avoir l'aura qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est un joueur qui évoluait entre l'ailier et l'attaquant. Donc, si on prend la largeur du terrain, on a un attaquant qui est central et des ailiers qui, pour ainsi dire, touchent la ligne. Et donc, ces inters-là se positionnent entre ces deux joueurs-là. Tandis que la ligne d'inter se retrouve entre la ligne d'attaque, donc avec les ailiers et l'attaquant de pointe, qui est très très haut, à la limite du hors-jeu, et entre le poste de demi. Donc à l'époque, on appelait ça des demi, maintenant c'est des milieux de terrain. Et en fait, on voit que ce sont vraiment sortes de box-to-box ou d'attaquants de soutien. Et c'est souvent considéré comme le poste le plus important de ce schéma-là. Et très régulièrement, la star de l'équipe est l'Inter, avec notamment le numéro 10. Et le meilleur buteur de l'équipe peut généralement aussi être un Inter. Donc c'est vrai que la force de ce système-là réside entre ces deux joueurs, capables à la fois de défendre et en même temps de percer les attaques grâce à leur volume de jeu, leur puissance athlétique. L'autre évolution tactique, c'est la conceptualisation du jeu avec des postes bien définis, où les joueurs présentent des caractéristiques bien définies. On va prendre l'exemple, par exemple, des ailiers rapides, donc généralement le numéro 11 qui joue à gauche et le numéro 7 qui joue à droite. Ils font partie intégrante du WM à l'époque. Et comme disait Yvon juste avant moi, le fait qu'il y ait un retour au dribbling game, on comptait énormément sur ces ailiers pour faire la différence. On les servait en ballon, puis le but pour eux, c'était de gagner du terrain et de faire monter la balle jusqu'à la surface adverse pour ensuite mettre dans les meilleures positions l'attaquant ou l'inter qui avait apporté le surnombre. L'autre poste qui s'est défini en tant que tel, c'est le poste d'attaquant de pointe. Un attaquant qui est courageux, qui est puissant, qui est capable de prendre des coups pendant 90 minutes. Et puis aujourd'hui, quand on parle de l'attaquant anglais, on se rend compte qu'on retrouve justement cet attaquant-là qui est très courageux, qui est puissant, athlétique, qui parfois a des défauts techniques, mais là n'est pas l'importance dans cette structure, d'où le fait que le jeu est vraiment conceptualisé avec des individus avec des caractéristiques bien précises, jouer à des postes bien précis. On peut dire la même chose pour des demi. Chapman a révolutionné un petit peu aussi ce poste-là en apportant un demi à vocation défensive et un demi à vocation offensive. Et c'est vrai que là est l'équilibre, encore une fois, de ce système-là. Et à l'époque, globalement, on avait 2 ou 3 milieux de terrain. Puis, on s'en fichait de savoir si c'était des joueurs forts dans la récupération du ballon ou alors qui avaient une grosse qualité de passe. Le but était qu'ils soient capables de faire un petit peu tout ce qu'ils peuvent. Et Chapman dit non, moi, je vais mettre un demi qui a des facilités pour lire le jeu adverse, qui va pouvoir me récupérer des ballons très rapidement et mettre dans les meilleures conditions possibles mon demi qui va ensuite faire jouer le reste de l'équipe. Et c'est une révolution à l'époque, et mine de rien, c'est aussi un équilibre qu'on a aujourd'hui au plus haut niveau. On peut penser au milieu de terrain des Galactiques à l'époque avec un Makelele qui apportait cet équilibre-là, ou dans d'autres équipes, encore une fois, ce genre de joueurs un petit peu moins bons techniquement que les autres, mais qui apportent vraiment cet équilibre à l'équipe pour permettre aux meilleurs joueurs de briller. On a aussi l'apparition de vrais défenseurs latéraux qui ont pour but de se charger des ailiers. Et on a cette notion de joueur
unidimensionnels qui, à l'époque, ne voulaient pas vraiment dire quelque chose et que je viens de définir juste avant avec notamment les milieux de terrain. C'est des joueurs qui ont vraiment une qualité, qui vont servir uniquement à ça dans l'équipe pour permettre à d'autres joueurs ensuite de faire des différences. L'autre évolution au niveau tactique, c'est dans le style de jeu. Comme Yvon l'a dit avant moi, c'est une compo qui permet un style de jeu beaucoup plus défensif parce que un milieu de terrain prend la place, arrive en défense pour permettre justement un meilleur équilibre entre l'attaque et la défense. Et c'est l'arrivée du coup des contre-attaques et des attaques rapides où le but c'est parfois de laisser l'adversaire prendre du terrain sans être débordé pour mieux récupérer le ballon et ensuite aller rapidement vers l'avant en jouant soit un ballon long sur l'attaquant qui va pouvoir remiser, soit en jouant rapidement sur les ailiers qui vont pouvoir eux aussi nous permettre de gagner. C'est aussi quelque part un petit retour du kick and rush avec du jeu beaucoup plus long à l'époque et qui vient concurrencer le jeu écossais, qui était un jeu, comme disait tout à l'heure Yvon, un jeu beaucoup plus de passes et qui était reconnu pour, entre guillemets, la culture du beau jeu. C'est aussi un style de jeu très box-to-box qu'on retrouve encore aujourd'hui en Angleterre, avec des joueurs qui ont un gros volume de jeu et qui répètent des courses à haute intensité pendant tout le match. Ce WM marque aussi les premières notions de soutien et d'appui, parce que, encore une fois, le terrain est bien quadrillé avec 4 lignes, donc on a la possibilité de prendre un appui sur l'attaquant qui peut mettre ensuite dans les meilleures conditions les inters. On a aussi des joueurs qui sont capables de donner le ballon soutien à des milieux parce que les milieux ont cette qualité de passe ensuite pour aller chercher les ailiers. Et en fait, c'est les débuts aussi des triangles et des phases de jeu qu'on connaît aujourd'hui et qui n'étaient pas vraiment le cas à l'époque. Et l'autre évolution, c'est le marquage individuel. Encore une fois, je vais appuyer ce que disait Yvon, avec l'émergence de ce système-là. Quand deux équipes se rencontraient, on se rendait compte que pendant 90 minutes, on allait avoir le même vis-à-vis et que ça allait être un duel qui pouvait compter sur le match. C'est-à-dire que si j'étais capable de prendre le dessus sur mon adversaire pendant 90 minutes, globalement, je permettais à mon équipe de prendre un réel avantage. Et cette notion de marquage individuel, elle est très importante à l'époque. L'autre révolution, et je vais finir par rapport à ces révolutions-là, c'est la révolution culturelle. Donc, faut savoir que à ce moment-là, la victoire devient plus importante que le spectacle. Les points et les résultats dépassent la culture du beau jeu et les entraîneurs se rendent compte qu'on juge le statut d'une équipe non pas à sa qualité de jeu, mais à son classement. Ça, c'est un point qui est important dans l'histoire du professionnalisme en Angleterre. Et forcément, ils ont très bien compris qu'il fallait, pour avoir plus de points, prendre moins de buts que l'adversaire, ou du moins, en tout cas, ne pas perdre. Et cette rigueur tactique et cette efficacité défensive sont vraiment des notions importantes du WM. En plus de ça, ce système qui demandait de grosses qualités athlétiques et physiques vont amener les premières notions de travail physique dans les clubs anglais et l'apparition d'une structure médicale avec des kinés, avec des chercheurs qui vont, pour ainsi dire, mettre en place des plannings d'entraînement, qui vont soigner les joueurs et faire en sorte que ces joueurs-là deviennent des professionnels capables de faire 4 ou 5 séances par semaine et de gagner en masse musculaire et de gagner en endurance au fur et à mesure des années. L'autre chose aussi qu'il faut mettre en évidence, et je vais finir là-dessus, c'est en fait une époque où l'arrivée du courant tactique est une vraie révolution. Les coachs savent qu'il ne faut plus simplement adapter le système en fonction de leurs joueurs. Il faut adapter le système en fonction des qualités et des défauts de ces joueurs, mais aussi il faut adapter notre système en fonction de l'adversaire. Et ça, ce sont des choses qui n'avaient pas été mises en évidence avant et qui le sont grâce à des coachs comme Eber Sharman, justement. Et les joueurs de l'époque n'avaient pas forcément cette conscience tactique, par exemple, et ils n'étaient pas forcément désireux d'apprendre de ce facteur de performance. Et Chapman va mettre en place l'arrivée du tableau noir. Donc, chaque vendredi,
pendant 2 heures, l'entraîneur pouvait débriefer du match de la semaine d'avant et aussi pouvait donner les axes entre guillemets de développement pour le prochain match. Et c'est des notions qui sont vraiment révolutionnaires à l'époque et qui, on va voir dans une autre partie, vont permettre au WM de s'imposer sur la durée. Donc voilà, une vraie révolution culturelle à l'époque. Totalement. Et puis pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, sur ce que vous avez un petit peu dit tous les deux, c'est vraiment, on passe de cette idée-là de se dire, bah, il faut marquer un but de plus que l'adversaire, à désormais, on veut justement encaisser un but de moins que l'adversaire parce que le résultat prime maintenant sur le jeu, la manière de jouer et tout ça. Et ça, c'est hyper important parce qu'il faut se rendre compte que justement, Chapman, il a réussi à contourner, parce que je sais plus lequel de vous deux a expliqué, mais on met en place une règle pour que justement que les buts reviennent dans les stades pour attirer du public et pour que les spectateurs reviennent. Et justement, lui, il arrive à justement contrecarrer encore une règle qui a été ajoutée et il arrive justement à faire l'inverse pour faire gagner son équipe. Et bien justement, donc en parlant de Chapman et de son équipe d'Arsenal, on va tout de suite passer à la deuxième mi-temps pour voir un petit peu les résultats qu'il a pu obtenir avec ce fameux WM. C'est donc parti pour cette seconde mi-temps où donc du coup bah je crois que Yvon, tu voulais un petit peu nous mettre en avant après avoir vraiment défini ce WM de Chapman, bah, revenir sur ses performances avec Arsenal et bah, ce qu'il a pu réaliser avec le club londonien. Oui, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Arsenal a été fondé en 1886, pardon. Le club est passé professionnel en 1891 et est présent pour la première fois en première division anglaise en 1919. Depuis aujourd'hui, Arsenal est devenu l'un des clubs les plus titrés au niveau national avec 13 titres de champion d'Angleterre, un record de 13 victoires en FA Cup et auquel il faut ajouter 2 coupes de la Ligue et 15 Community Shield, c'est l'équivalent d'une super coupe à l'anglaise. Et c'est également l'un des clubs les plus connus à l'international. Mais sa renommée actuelle, Arsenal la doit à un homme qu'on a évoqué plus tôt. Il s'agit d'Herbert Chapman. Il est arrivé à Londres en 1925 et il a complètement révolutionné le paysage footballistique avec son schéma en WM. Et c'est à lui qu'Arsenal doit son tout premier âge d'or. Avant son arrivée, Woolwich, c'est l'ancien nom du club, passe tout proche de la faillite au début des années 10, manque de fusionner avec Fulham, un autre club de la capitale anglaise, et également relégué en seconde division en 1913 avant de changer de nom pour devenir officiellement The Arsenal un an plus tard. The Arsenal, qui flirte pendant ces années-là avec la relégation, va connaître des années assez compliquées et va par contre résister tant bien que mal à la Première Guerre mondiale. Et au sortir de ce conflit international, l'Arsenal va devenir un club qu'on voit de plus en plus en première division. Le club va parvenir à remonter et malgré tout, tout en flirtant encore avec le bas de tableau. C'en est trop pour les dirigeants d'Arsenal qui veulent rester en première division et essayer de jouer les premiers rôles. Et ils vont donc décider en 1925 de miser sur Herbert Chapman, restant champion d'Angleterre avec Huddersfield. C'est l'arrivée de Chapman qui va vraiment faire office de déclic pour Arsenal et qui va permettre au club de changer de dimension. Le pari des dirigeants va être gagnant puisque sous la houlette de Chapman, Arsenal va remporter ses premiers titres majeurs. Entre 1930 et 1934, année de son décès à Chapman, Arsenal va remporter une FA Cup et 2 championnats d'Angleterre, ces 2 premiers. Malgré le décès de Chapman assez précoce en 1934, l'impulsion apportée par Chapman et son WM va permettre à Arsenal de continuer à gagner par la suite. Et au total, entre 1930 et 1938, le club va remporter 5 championnats d'Angleterre ainsi que 2 coupes d'Angleterre. Donc d'un club sans véritable histoire, Chapman a fait d'Arsenal une référence en Angleterre. Il a réussi à bâtir un joli palmarès au club et ce palmarès va servir de base pour les futurs succès du club par la suite. Donc c'est vraiment ce qui fait office de premier âge d'or pour les Gunners, cette période sous Chapman entre 1925 et 1934. À titre de comparaison, la période la plus faste d'Arsenal après celle-ci,
ça sera l'époque Arsène Wenger qui sera resté à Arsenal entre la fin des années 90 et jusqu'en 2000, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est 2017, un truc comme ça. En sachant vraiment que la période sous Wenger à laquelle Arsenal a vraiment bien tourné, c'est entre 98 et 2003-2004. C'est vraiment le second âge d'or des Gunners. Le premier a eu lieu sous Chapman. Et donc, en plus des titres qu'il a apportés, Herbert Chapman a aussi légué un héritage au football anglais. Et Baptiste en avait parlé dans la première partie. C'est un homme qui a modernisé les techniques d'entraînement, qui a été l'inventeur d'une toute nouvelle tactique qui s'est propagée dans toute l'Europe et qui est également à l'origine, c'est un peu plus anecdotique, mais de l'apparition des numéros en Angleterre sur les numéros sur le maillot des joueurs. Donc Herbert Chapman, plus qu'un très grand entraîneur, que ce soit avec Huddersfield ou les clubs par lesquels il est passé avant de rejoindre Arsenal, plus qu'un grand entraîneur, c'est un vrai innovateur et c'est surtout un pionnier au niveau du football anglais et européen sur plusieurs aspects. Et pour revenir juste un peu sur ce que tu as dit sur Wenger, c'est 2018 qu'il arrête avec Arsenal. Ouais. Donc ça va, t'étais pas loin. T'étais pas loin. Mais donc voilà, vu que tu as fait une bonne rétrospective, ça permet vraiment de voir que cet homme-là, c'était vraiment un génie du foot et ce dès les années 1920, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Mais justement, ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir à quel point ses idéaux et ce qu'il a mis en place, ça s'est diffusé. Et justement, Baptiste, je crois que tu voulais un petit peu revenir sur cette diffusion des gens en Angleterre, mais aussi dans le monde, comment ce WM il a pu se propager. Ouais, faut savoir que après quelques semaines seulement, la majorité des équipes utilisaient ce système de jeu en Angleterre. Donc quand ils ont vu l'apparition du troisième défenseur à Arsenal, euh, il me semble qu'au bout de peut-être 8 ou 9 journées, la plupart des équipes jouaient avec ce même système de jeu. Et ça s'est répandu très très rapidement à une époque où les matchs n'étaient pas télévisés. C'est-à-dire que ça a tellement éveillé la curiosité, c'était tellement une révolution énorme à l'époque que tout le monde a voulu, tout le monde s'est mis à la page. Ils avaient le choix entre le 2-3-5 et ce système de jeu, et la plupart ont choisi ce système de jeu. Donc cette formule a été adoptée partout en Angleterre, puis ensuite en Écosse, notamment parce que Chapman gagnait. Et pendant plus de 25 ans, donc elle a été la norme en Grande-Bretagne et elle a laissé un héritage énorme en première ligue aujourd'hui et dans les clubs, dans les ligues britanniques, notamment le championnat anglais. Parce qu'effectivement, une part de l'identité du football anglais d'aujourd'hui s'est construite durant ces années-là, avec ce style de jeu qu'on retrouve souvent en Angleterre, un football physique, avec un rythme très élevé, le fameux box-to-box anglais, donc qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs, un football assez conceptualisé, encore une fois, très costaud derrière, avec un attaquant rugueux, courageux, parfois un petit manque de technique, mais qui se traduit aussi par un fort engagement, beaucoup de pragmatisme et une envie toujours une fois de donner à 100% ce qu'on a sur le terrain. Et donc le WM s'est imposé en Grande-Bretagne et donc il a laissé un héritage qui est encore visible aujourd'hui, ça c'est indéniable, mais il a aussi influencé plus ou moins tout le football mondial, comme le 2-3-5 précédemment qui était finalement la formation universelle du football, puisque presque toutes les équipes jouaient en 2-3-5 sans vraiment se demander pourquoi. Le WM s'est propagé aussi hors Grande-Bretagne, donc à savoir en Europe et un peu plus tard aussi en Amérique du Sud. Ça s'explique d'une part parce que le football a été inventé par les Anglais et donc l'influence avec le football anglais à l'époque était impressionnante. Tous s'en inspiraient, faut le dire. Puis notamment les Anglais qui sont beaucoup voyageurs partaient à l'étranger pour échanger avec d'autres entraîneurs, échanger avec des présidents sur ce qui se faisait du coup chez eux dans leur pays. Et finalement, en Europe et dans le monde entier, on s'est rendu compte qu'on avait le choix qu'entre deux tactiques, à savoir le 2-3-5 très traditionnel et le WM qui était perçu comme ultra moderne à l'époque.
Donc, beaucoup se sont laissés tenter par cette nouvelle formule. Faut aussi savoir que cette transition se fait plus ou moins rapidement, encore une fois, selon les pays. Et moi, j'ai quelques chiffres qui peuvent argumenter un petit peu tout ça. Donc, faut savoir que l'URSS, qui est championne olympique en 1956, joue par exemple avec un WM. La Coupe du Monde 1950 est marquée par des équipes qui jouent quasi tous avec cette formule-là. Donc, je peux prendre l'exemple de l'Espagne, de la Suède, de la Yougoslavie, du Brésil par moment. Donc, c'est une composition, un schéma tactique qui était reconnu vraiment à échelle mondiale. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'autre raison qui peut expliquer la mondialisation de ce système, c'est que, encore une fois, comme avec Yvon tout à l'heure, on l'a détaillé, de par la couverture du terrain qu'il propose et la proximité entre les lignes, en fait, le WM offre de multiples combinaisons tactiques. Et du coup, la quasi-totalité des équipes décide de l'adopter, mais elle tarde pas à lui adopter des modifications un peu personnelles pour l'adapter vraiment encore une fois le mieux possible. Donc, soit selon le style de jeu dans le pays, soit selon une animation plus offensive, soit carrément en modifiant directement le positionnement peut-être d'un milieu de terrain ou d'un inter. Et j'ai 3 petits exemples pour illustrer un petit peu tout ça. Le premier, c'est l'exemple italien. Donc, en Italie, on est désireux d'utiliser ce WM qui est perçu comme très moderne et qu'ils appellent Sistemo là-bas, en Italie, tout en gardant le système défensif traditionnel en vigueur en Italie, qui est appelé le metodo. Et tout à l'heure, Yvon, il me semble qu'il rebondissait un petit peu là-dessus. On disait qu'il y avait un système qui était le 2-3-2-3, je crois. C'est ça que tu nous avais dit, Yvon, non ? Ouais. Et donc, en fait, le metodo, c'était ça. C'était les 2-3-2-3. Et Vittorio Ponzo donc décide de créer finalement une version entre ce méthodo et ce WM qu'on va plus tard appeler soit la deuxième version du méthodo, soit le méthodo des Ponzo, qui utilise les meilleurs côtés des deux systèmes, et cela nous donne un WW très défensif. Faut savoir que c'est un système qui réussit plutôt bien aux Italiens parce que ils sont champions du monde en 1934 puis en 1938 et ils décrochent aussi l'or olympique en 1936. Donc c'est une grande histoire du football italien avec ce système-là qui du coup n'a pas juste influencé la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, mais a vraiment influencé d'autres pays, notamment des pays latins. L'autre pays, c'est la Hongrie. Donc, il faut savoir que la Hongrie, un petit peu comme l'Autriche ou la Suisse, n'ont jamais véritablement utilisé ce système de jeu pour différentes raisons, soit politiques, soit culturelles. Mais il y a quand même un coach qui a voulu prendre le meilleur du WM et qui l'a transformé en 2-3-3-2, une sorte encore une autre WW. C'est Gustav Sebes, donc qui a permis à la Hongrie de devenir vraiment un pays réputé pour le beau jeu, où les joueurs ont beaucoup plus de liberté individuelle, notamment offensive, et qui est marqué par un football un peu parfois peut-être même désorganisé, mais où chaque individualité peut apporter énormément, tout en gardant cette stabilité un petit peu défensive du WM. Et enfin, le dernier exemple, c'est l'exemple brésilien. Gentil Cardoso, c'est le premier entraîneur à vouloir utiliser le WM au Brésil en 1930. Alors, c'est un entraîneur qui n'a jamais eu un gros passé de footballeur et un entraîneur noir. Donc, c'est très compliqué pour lui de s'imposer au Brésil et d'imposer ses idées. Donc, dans les années 30, peu de gens le suivent. Mais il y a Flavio Costa, un de ses amis, qui décide lui aussi de l'utiliser. Et donc, c'est un entraîneur emblématique de Flamengo. Et il décide de s'inspirer de ce WM, mais de lui donner une petite évolution appelée la diagonale. Donc en fait, le carré un peu rigide du WM avec les demi et les inters se transforme en losange ou en parallélogramme qui propose beaucoup plus de liberté offensive pour un des deux inters qui devient presque un autre attaquant central et qui laisse plus de responsabilité défensive pour un autre demi qui devient presque un défenseur central. Et en fait, on se rend compte que cela deviendra plus tard le fameux 4-2-4 brésilien, véritable révolution du football qui a fait ses preuves sur la scène internationale, dont tu vas certainement parler après, Elliot. Mais voilà, ce système de la diagonale au Brésil, c'est une rupture entre
WM moderne et le style de jeu brésilien porté sur les libertés individuelles, beaucoup de jeux offensifs avec une stabilité quand même derrière. Donc voilà, finalement, chaque entraîneur pouvait adapter le WM selon le style de jeu qui était présent soit dans l'équipe, soit carrément dans le pays, parce qu'à l'époque, il y avait quand même des philosophies de jeu bien ancrées dans chaque pays. Et voilà. Et finalement, les seuls pays qui ne l'ont jamais vraiment utilisé sont l'Autriche et la Suisse, pour des raisons surtout politiques et culturelles, notamment pendant le fascisme. Donc voilà. Donc comme quoi, ce Chapman, il aura influencé pas mal de monde, même si après, comme tu l'as dit, Baptiste, chacun y allait aussi un peu à sa sauce. Et c'est aussi le début des consignes individuelles parce que on faisait aussi en fonction de la qualité de chacun et on adaptait ce WM aussi en fonction de tout ça. Et comme tu l'as très bien dit, comme tu l'as très bien dit, pardon, justement, le point de rupture, c'est vraiment en 1958 où justement le WM après plus de 30 ans entre guillemets, où c'était la norme, il commence à disparaître. Et on le sait très bien en football, c'est souvent l'équipe qui gagne qui influence les autres. Et là, justement, c'est l'exemple typique. En 1958, il y a la Coupe du Monde et le Brésil, ils sont champions du monde en utilisant un nouveau système, donc qui est le 4-2-4, comme t'as pu en parler. Et donc, du coup, ça va être ce 4-2-4 qui va commencer à se développer et le WM va petit à petit décliner et on va se tourner vers des nouveaux systèmes offensifs. Et justement, pour détailler un petit peu ce 4-2-4, c'était vraiment un système qui permettait de créer la supériorité à la fois en attaque mais aussi en défense, contrairement aux équipes qui jouaient en WM, parce que du coup, on avait 4 défenseurs purs et durs et 4 attaquants, donc un de plus sur chaque ligne. Et donc justement, c'était aussi le moyen d'avoir 4 défenseurs qui jouent sur la même ligne et ça facilitait la mise hors jeu des adversaires. Donc c'était aussi de ce point de vue-là que le Brésil avait adopté ce système parce que ça permettait d'avoir une certaine solidité. Et justement, c'était aussi un système qui était très à vocation très offensive par rapport à ce qu'on avait pu connaître. Enfin, enfin pas non plus contrairement aux formations dont tu parlais Yvon au début où on jouait avec 8 attaquants, on en est loin, mais bien sûr on est sur du foot qui était déjà bien plus évolué. Mais c'était vraiment cet aspect offensif, notamment avec l'ajout d'un deuxième attaquant central en plus des deux ailiers et l'attaquant centre qu'on avait dans le WM. Et donc, justement, le point faible en revanche de ce 4-2-4, c'était que c'était dans l'entrejeu où on se retrouvait à simplement 2 joueurs et ça pouvait être parfois un petit peu plus compliqué, même si souvent en phase défensive, il y avait un des attaquants qui redescendait et qui servait en tant que milieu de terrain et du coup, ça se transformait limite en 4-3-3, un système qui donc a des allures très modernes quand on y pense. Après, donc on va pas redire évidemment toute l'histoire des systèmes de jeu, mais ça me semblait important un peu de m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment le premier système qui marque la rupture avec le WM, qui était vraiment la norme pendant 30 ans. Et bien messieurs, on touche à la fin, donc au but de cette émission. Je voulais vous remercier pour votre participation et du coup pour avoir apporté tous ces détails parce que c'est un sujet qui est assez méconnu, dont moi-même je connaissais pas énormément de choses avant de le travailler pour l'émission. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à le traiter avec vous. J'espère qu'il en est de même. Ouais, c'était un plaisir aussi. Puis ça permet de se remettre, de comprendre un peu le fonctionnement du foot d'avant. C'est intéressant pour nous. J'espère que ça sera aussi intéressant à regarder. Ça Ouais, permet. tout à fait. Un plaisir partagé aussi de mon côté, avec finalement quelques interrogations et pas mal de découvertes sur un football qui était vraiment différent à l'époque, mais qui a permis aujourd'hui d'avoir le football tel qu'on connaît. C'est ça, vraiment, c'est vraiment découvrir toute l'histoire jusqu'à à quel point ça a pu influencer, et notamment Chapman qui était vraiment un précurseur. Eh bien, messieurs, donc oui, c'est la fin de cette émission. En tout cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à donner vos avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis, nous, on vous dit à très vite et on se retrouve dans la prochaine émission de Double Contact. Salut!